Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la deuxième saison de Péchu, saison dans laquelle on reçoit des invités inédits. Dans l'épisode précédent, on a déjà eu la chance d'accueillir la championne de parachutisme Domiti Kiger, qui a pu nous donner sa vision du flow lors de cet entretien. D'ailleurs, on en profite pour la féliciter suite à sa dernière performance de record du monde, performance toute récente puisque c'était en fin novembre, le 30 novembre, en Arizona. C'est son 10e record du monde, rien que ça. Et cette fois, elle a embarqué avec elle 96 parachutistes dans ce qu'on appelle un saut en grande formation synchronisé tête en haut. Alors, si ce jargon free fly ne vous parle pas, bah, c'est le moment de découvrir Domitille. Notre vidéo est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Péchu. Si vous préférez le format audio, rendez-vous sur notre site Podcastix ou sur votre plateforme audio habituelle. Pour ce nouvel épisode, on reçoit non pas un invité, mais deux invités. Et cet échange fera d'ailleurs l'objet de deux épisodes. On est comme ça, on est généreux. On a décidé de tout faire en double. Donc je vais vous laisser entre les mains d'Aurélien Pasquier, de Patrice Lobigna et bien sûr de mon acolyte et complice Bruno Adler, qui vont croiser leur regard sur la notion d'efficience. Salut à tous les trois. Salut. Vanessa, Salut. bon, je vais quand même vous présenter les amis. Donc Patrice, on a le même goût pour John Wayne et western, pas seulement. Aurélien, bon, on a la même expérience en tant qu'éducateur et puis ensuite entrepreneur. On a surtout tous les trois en commun le fait de s'être rencontrés parce que nous sommes tous les trois conférenciers et qu'on a vraiment volonté de pouvoir partager, transmettre nos expertises sur ces différents domaines. Alors Patrice, c'est un marketeur, un spécialiste marketing qui peut être assez disruptif. Ça fait un moment que tu as défendu le marketing émotionnel, tu as écrit un livre et tu fais des conférences sur ce sujet-là. Et maintenant, c'est toi qui le décriras, toujours de manière disruptive, tu nous projettes sur le mieux mais moins. J'arrive à bien le dire et c'est très intéressant d'avoir ce concept. Tu nous le décriras juste après. Et Aurélien, qui est en tant qu'entrepreneur dans la communication, a exploré, expérimenté des modèles économiques nouveaux. Tu es en mesure maintenant de pouvoir le transmettre et puis tu changes aussi d'activité puisque concrètement, tu crées une entreprise qui se veut dans ce modèle de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, et que je te laisserai aussi décrire. Voilà. Et moi, en tant qu'optimaliste, je promeux le leadership optimaliste, des optimistes réalistes. Et l'idée, c'est que tous les trois, on est en mesure, effectivement, de pouvoir dire combien aujourd'hui on a d'autant plus besoin de concentrer notre énergie au bon endroit, sans la dépenser de manière exagérée, et donc être efficient. Donc, Patrice, tu nous en dis un peu plus sur justement le mieux, mais moins. Moins mais mieux, non? Ou mieux mais moins? Bon, allez. Moins mais mieux. Non, mais l'idée, c'est surtout de faire moins, ou alors surtout de faire mieux. En fait, dans les deux sens, et puisqu'on parle d'efficience aujourd'hui, je pense que faire mieux, c'est plus important à la limite que faire moins. Mais on fait beaucoup trop de choses, et notamment en marketing, où je pense que là, on est encore plus mauvais que les autres. Et on fait beaucoup de choses inutiles qui ne marchent pas, qui marchent de moins en moins bien. Et l'idée du marketeur, c'est que quand ça marche pas, au lieu d'arrêter, il en fait encore plus, quoi. C'est-à-dire que il envoie des mails que personne n'ouvre. Alors il se dit, bah, si j'en envoie plus, comme ça, au moins, je vais maintenir le nombre de gens qui auront ouvert. Et c'est comme ça depuis le début, parce qu'en fait, on a cherché à avoir la cible la plus large, à toucher le plus de monde possible, avoir des produits que tout le monde achète, avoir des marques que tout le monde aimerait, sans comprendre que finalement c'est impossible en fait. On peut pas faire ça et on peut pas avoir cette obsession du plus. Donc moi j'ai réalisé depuis quelque temps que l'idée c'était plutôt de revenir à l'essentiel et de faire mieux. Qu'est-ce qu'on sait bien faire et qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Et si on parle des produits qu'on devrait proposer à nos clients, bah, on devrait leur proposer notre meilleur produit. On ne devrait pas leur proposer tous les produits possibles.
est imaginable. D'ailleurs, il y a peu d'entreprises qui savent tout faire. Tu avais un exemple, je crois, ou même plusieurs d'entreprises qui proposent des produits voilà, qui sont pas forcément ceux, enfin, qui proposent tout un catalogue et qui n'est pas forcément indispensable. Oui, j'ai un exemple de sociétés que je conseille hein, aujourd'hui, qui sont des sociétés industrielles et dont l'idée est d'essayer de présenter tout ce qu'elles font dès la première page de leur site internet, quand bien même ce sont des produits qu'en fait elles ne vendent pas. C'est-à-dire qu'en fait il y a une espèce de bizarrerie de comportement parce que tu voudrais avoir tout dans ta vitrine, y compris des choses dont personne n'a besoin ni envie d'acheter. Et là, tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu fais ça? Puisque de toute façon, ça noie ça noie la proposition de valeur que tu as, parce qu'il y en a une, au milieu de tout un tas de trucs qui n'ont aucun intérêt. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, on va commencer par nettoyer ça et on va éliminer tous les produits, toutes les offres que tu ne vends pas, déjà pour commencer, et dont personne n'a envie enfin, personne n'a envie de les acheter, personne ne les regarde, personne ne s'intéresse. Et finalement, c'est juste là pour occuper l'espace en se disant, mais tu sais, on sait faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais en fait, c'est cette idée que sur ton CV, tu mettrais tout ce que tu as fait dans ta vie et tout ce que tu sais faire. Tu vois, ça n'a aucun intérêt, en fait. Il faut se concentrer sur ce que tu apportes vraiment comme valeur. Voilà ce que j'essaye de dire, quoi, en fait. Y compris, d'ailleurs, si on va un peu plus loin, sur l'idée que tu fais des produits simplement avec cette idée saugrenue de dire ah oui, mais mon concurrent le fait, alors moi aussi je vais le faire, comme ça va l'embêter. Tu vois, mais c'est ridicule, quoi, en fait. Tu vois, si t'étais un peintre, est-ce que tu te dirais, tiens, je vais peindre comme Van Gogh, comme ça va l'embêter, quoi. Enfin, non, en fait, ça ne marche pas, quoi. Déjà, faut y arriver. Oui, mais, non, mais c'est aussi. Mais tu connais des sociétés qui font des produits concurrents et qui sont moins bons et qui se disent, ouais, mais c'est pas grave, on les vendra un peu moins cher et ça ira quand même. Mais non, pourquoi tu ferais des trucs qui sont moins bien? Tu vois, c'est aberrant, en fait, comme idée. Moi, je suis pour que chacun fasse ce qu'il sait le mieux faire et ça suffirait, en fait. D'ailleurs, dans mon principe de consommateur ou de client, mon idée, c'est d'acheter la meilleure solution, non, ou le meilleur produit. C'est pas d'acheter le moins bon. Moi, même un exemple, on a aussi le goût le goût de l'informatique assez tôt avec Aurélien. Et l'exemple de Microsoft, il y a longtemps, qui rachetait des produits enfin des produits qui fonctionnaient bien, qui étaient appréciés des utilisateurs, mais surtout pour pouvoir mettre en avant les siens et faire disparaître ceux qui étaient mieux. Donc, Ouais. il y en a qui font moins, mais moins, Moins, mais moins. Ouais. hein, pour avoir plus, mais ce qui n'est pas forcément efficient. Alors justement, Aurélien, et toi, ta vision de l'efficience dans ces nouveaux modèles économiques, quelles sont tes propositions, tes expériences aussi? Écoute, moi, cette question de l'efficience, elle est primordiale, elle est presque même au centre de ce que j'essaie de mettre en œuvre aujourd'hui. Et c'est un mot qui est compliqué finalement à chaque fois que j'en parle. Je crois que parfois dans les équipes, c'est pas bien compris, ou alors dans les communications, dans les discussions avec les clients. Tout simplement parce que peut-être qu'on le confond avec efficace. Est-ce que tu es efficace dans ce que tu veux faire? Efficace, c'est je mets tout en œuvre pour y arriver. Soit avec le meilleur délai, soit le meilleur. Il y a une histoire un peu de compète là, de tout faire pour y arriver. Ça prend pas en compte les contraintes finalement qu'il y a autour. C'est si je suis efficace, je vais tout casser sur mon chemin pour arriver à mon objectif. Si je suis efficient, je vais optimiser mes ressources. Si je suis efficient, je vais réfléchir à ce que je fais le mieux, le plus vite possible. Quand je suis avec mes collaborateurs, et notamment dans mon ex-entreprise que j'ai transmise aujourd'hui, qui était une agence de communication, on avait tout ce qui est production de site internet, logo, vidéo, ainsi de suite. Et par exemple, sur la production d'un logo, c'est mon graphiste qui me dit non mais c'est pas possible, on va pas pouvoir vendre un logo à
à 2 000 € alors que j'ai passé juste 2 heures à le faire, là, celui-ci. Eh bien, si, justement, c'est parce que tu es un expert, parce que tu as X dizaines d'années d'expérience que tu sais faire de manière efficiente, donc simple, rapide, en ayant bien compris les contraintes, en ayant bien posé les bonnes questions. Et là, tu vas être expert et tu vas faire quelque chose de très efficient. Pour l'entreprise, c'est très rentable. En revanche, de son côté, lui, ça lui le fait pas kiffer parce que finalement, il n'y a pas eu le dépassement, le fait de faire quelque chose de plus fort, plus dur, un peu plus long, d'avoir respecté les délais de 1 000 €, c'était X heures, et il a fait moins que ce qu'il pouvait faire. Et ça, c'est la posture de l'effort. Et donc, j'ai dû dealer avec les équipes et aujourd'hui, je passe du temps à les former, à savoir c'est quoi être dans cette posture de l'expert et c'est quoi être dans cette posture de l'effort. L'effort, c'est quand on fait un peu plus, on s'autorise un peu un projet R&D dans l'entreprise qui est un peu plus compliqué que d'habitude et on prend du temps, on investit, parfois même on perd du temps, mais parce qu'on sait qu'on va en gagner plus tard. Et on est la plupart du temps dans la posture de l'expert, à savoir qu'on va faire de manière efficiente, rapide, en ayant bien optimisé nos ressources pour un résultat qui va être extraordinaire. Donc ça, c'est juste dans la logique professionnelle. Et en même temps, j'essaie de ne pas oublier qu'il faut, j'aimerais, je dis il faut, j'en sais rien en fait s'il le faut, en tout cas moi c'est ma conviction, de faire les choses avec les 3 B, à savoir bien, bon, beau. Fais-les bien en étant efficient, donc on vient d'en parler. Bon, c'est bon pour l'équipe, bon pour notre quartier, l'environnement, bon pour la planète aussi. Donc, est-ce que ce que l'on fait, c'est pertinent en termes d'écologie, d'environnement? Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Et beau, est-ce que c'est design? Est-ce que c'est chouette? Est-ce que c'est esthétique? Moi, ce que j'adore, c'est l'esthétisme dans toute sa splendeur. C'est l'esthétisme, certes d'un logo ou d'une table, puisqu'aujourd'hui, je suis fabricant de mobilier neuf dans l'upcycling. Est-ce que ça ressemble pas à des tables de palette? C'est des belles tables, sauf qu'elles sont faites à partir de matières recyclées, récupérées, transformées. Donc le beau est important, mais c'est aussi le beau dans l'organisation. L'esthétique d'une organisation coopérative, ça j'adore. Mais qu'est-ce qui me permet de me dire, est-ce que je suis sûr de bien agir? Déjà, est-ce que j'ai la légitimité de dire que j'en suis sûr? Et deux, euh, qui peut dire que c'est bien agir? C'est quoi bien? Est-ce que le côté écolo, le côté social est-ce que c'est une mode? Je vais pas pouvoir répondre à cette question-là parce qu'elle est trop incertaine, elle est trop complexe. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis rendu à me dire que c'est pas parce que c'est incertain qu'il ne faut pas que je n'agisse pas pour faire mieux dans mon entreprise, comme le dit Patrice, mieux avec moins. Donc, que j'agisse, je fais des choix, même si je ne suis pas sûr que ce soit les meilleurs du monde. Et comment est-ce que je reste responsable vis-à-vis de ces sujets-là? Donc, de naviguer entre être responsable sur la responsabilité sociale et la responsabilité environnementale et d'essayer d'agir malgré tout et de créer de l'économie tout autour de moi. Hmm. Et cette notion de bien, bon, beau, je pourrais faire appel éventuellement à un consultant marketing pour voir s'il pourrait en faire vis-à-vis de ses clients. Ce serait intéressant de voir comment toi tu peux l'appréhender. Hein, donc, ou ta sirène, hein, tu vois, Patrice, qui peut Alors, ma sirène, elle est dans l'eau. Et l'eau, pour moi, aujourd'hui, alors, j'ai trouvé ça pour répondre aux 3 lettres d'Aurélien, parce qu'on est sur un trinôme aujourd'hui, donc c'est bien, une trilogie, enfin, on est ce concept tertiaire intéressant. Donc, dans l'eau, il y a 3 lettres, donc c'est l'excellence, l'audace et l'utilité. Et je dis ça, je conseille d'appliquer cette formule, tu vois, qui n'est pas très compliquée, à toutes nos actions. Est-ce qu'elles sont dans l'excellence? Est-ce qu'elles sont audacieuses? Et est-ce qu'elles sont utiles? Alors, où est-ce que tu mets le bien, le beau et le bon dans tout ça? Je pense que l'utilité, c'est forcément le bon, hein. Enfin, pour moi, c'est plutôt là que ça se passe, d'après ce que dit Aurélien. L'excellence, est-ce que c'est le beau ou est-ce que c'est le bien?
Et là, c'est à décider entre l'audace. Est-ce que l'audace, c'est pas finalement le beau, tu vois? Est-ce que celui qui est audacieux fait quelque chose de beau? On pourrait en discuter. Mais j'ai deux réflexions par rapport à ce que tu as dit, Aurélien, si tu me permets, Bruno. La première, c'est aujourd'hui dans le conseil, et moi je suis un consultant aussi, donc je facture du temps. Et cette idée que le temps homme serait une référence à facturer, je crois elle est en train d'être très challengée par le temps machine. Hein, l'intelligence artificielle, pour ne pas la nommer, va nous percuter de plein fouet sur le temps homme. Et donc l'efficience, c'est effectivement avoir autre chose à montrer, à prouver, enfin à démontrer à travers cette expertise dont tu parles, Aurélien, et qui pour moi me renvoie toujours à cette histoire de Picasso qui fait un dessin sur la table, sur une nappe en papier dans un restaurant, et sa voisine lui dit oh, ça a l'air sympa, pourriez-vous me le donner? Et il lui répond ben non, non, je peux vous le vendre si vous voulez. Ah bon, d'accord, mais combien? Et il dit 50 000 $. Et l'autre lui dit, la dame lui dit, mais vous avez fait ça en 2 minutes sur un bout de table. Il dit, ah non, chère madame, ça m'a pris 50 ans, en fait, avant d'arriver à faire ça. Et en fait, c'est ça notre sujet. Moi, j'ai toujours essayé de vendre des idées à mes clients, puisque j'ai été agence pendant très longtemps, un peu comme Aurélien. Et vendre des idées, combien de temps ça t'a pris pour avoir une idée? Ben, j'en sais rien, en fait. Il y a des fois, enfin, souvent, ça m'a pas pris beaucoup de temps, au sens où l'idée est venue là, dans une réflexion. Quelquefois, ça prend plus de temps, c'est-à-dire une demi-heure ou une demi-journée ou une journée. Mais comment est-ce que tu voudrais valoriser une idée en temps, en fait? C'est pas très. Et c'est pour ça qu'on confond efficacité et efficience. On est dans la course à la productivité. Il suffirait d'écouter des économistes pour nous dire que la France a perdu en productivité depuis quelques années, peut-être 15 ans à peu près, et qu'on a besoin de retrouver de la productivité. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin plutôt de retrouver de l'efficience? Moi, c'est plutôt ça que je vois. C'est les gens sont capables, les gens sont bons dans ce qu'ils font, mais est-ce qu'ils le font bien et surtout est-ce qu'ils le font mieux? Est-ce qu'ils vont vers le beau? Je crois pas. Je crois que la pesanteur de l'industrie au sens de cette recherche d'efficacité, de rentabilité financière a détruit le beau qui est en nous, malheureusement. Et pour être optimiste ou optimaliste, bah, en fait, il faut retrouver ce goût du beau pour moi. C'est super important. Enfin, je suis à 100% là-dessus parce que c'est ça qui te rend cette impression d'être efficient. C'est d'arriver à faire quelque chose de sublime, pas simplement d'avoir fait ton job, quoi, tu vois, et de fermer la porte du bureau ou de l'usine et de te dire, bon, job is done, mais c'est pas ça, en fait. Est-ce que tu peux aller au-delà de ça et le faire mieux? Alors j'aime bien parce que ça fait rentrer justement dans la dimension émotionnelle. J'écoutais récemment des podcasts de philo c'était Spinoza qui et la décision et qui invite à se dire que finalement, pour pouvoir voir si on prend une bonne décision, c'est de ressentir est-ce que je suis plutôt dans la joie ou qu'est-ce que ça va me générer et cette notion de beau, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que voilà, il y a cette dimension émotionnelle qui vient. Autre chose que je voulais préciser, c'est que ça, j'interviens souvent sur de l'organisation et notamment sur la gestion du stress accentuée par des personnes qui font plus, qui veulent être perfectionnistes. Et pour moi, l'efficacité, c'est faire du bon travail, mais qui n'est pas forcément indispensable. Alors que l'efficience, c'est faire le bon travail, celui qui est utile, nécessaire. Et donc, quand on cherche à faire le bon travail, pas systématiquement le meilleur ou le mieux, etc., bah, ça permet quand même d'avoir son énergie qui est disposée au bon endroit et puis peut-être de prendre soin plutôt que d'être dans la précipitation, parce que vouloir être perfectionniste, c'est souvent être contraint par des délais qu'on dépasse. Bah, si j'ai plus le temps, je peux me poser plus la question de savoir bah, voilà, qu'est-ce qu'il en ressort et quelle est aussi la dimension émotionnelle ou la beauté du geste. Aurélien, donc tu nous fais des beaux meubles, des beaux. Des belles tables.
des belles tables, des beaux plateaux. Des beaux plateaux, tu veux que je te parle? Eh bien, aujourd'hui, ouais, dans cette recherche d'efficience, après avoir travaillé pour l'agence de com et donc d'avoir réfléchi comment on pouvait être efficient dans la communication, et notamment, on a créé juste avant de vendre les nanosites, donc des sites internet bas carbone, qui étaient certes très beaux et en plus efficaces pour le référencement, de par leur côté léger et bas carbone. Donc, on avait le bien et le beau. Et j'ai voulu répliquer ce modèle-là pour aller comment vendre moins le produit, mais plutôt l'usage. Et plutôt sur de la matière, j'ai retrouvé mes racines avec mon grand-père qui était menuisier, et donc retourné vers la menuiserie, en me rendant compte qu'il y avait tous ces bureaux là qui sortaient des administrations, des banques, des assurances ou n'importe quelle entreprise de service. Vous savez, ces bureaux un peu en angle arrondi, un peu trop grands parce que c'était fait pour des écrans tubes cathodiques dessus, là, avec les bannettes en papier sur le côté, la tasse, il y avait énormément de choses sur le bureau. Or, aujourd'hui, avec les nouveaux espaces, les nouveaux aménagements, ça passe plus. Ils essayent de les revendre, ça marche pas. Ils essayent de les donner. Les gens se disent ah ouais ouais. Et puis en fait ils reviennent le lendemain en disant non ça marchera pas. Je peux pas les mettre de la chambre du petit. Et donc à défaut ils essayent de donner à Emmaüs ou d'autres associations qui n'en veulent plus parce qu'elles sont blindées, elles ne peuvent plus accueillir de ça. Donc ça part en déchets. Au mieux c'est brûlé pour faire de l'énergie. Au pire c'est enfoui. On intervient à ce moment-là, on récupère les bureaux, ceux-là qui sont non récupérables, non désirés, qui ont plus de valeur pour les gens. Et pourtant, ils sont encore sur pied. Ces bureaux-là sont encore de très bonne qualité. Par contre, ils sont moches, ils sont trop grands. Ils sont moches. Toi, on va peut-être en faire du bon, beau, en tout cas après. Et finalement, on travaille avec un ESAT, puisque l'entreprise qui réadapte des tables, et qui s'appelle Adaptable, cette entreprise étant une entreprise de l'économie sociale solidaire, on travaille avec des gens en vulnérabilité. On redécoupe un rectangle à l'intérieur et on en fait des bureaux neufs. On resurface, on garde les pieds parce que c'est ce qui coûte le plus à la planète finalement, c'est les pieds. Et ça repart dans le circuit des bureaux. Donc voilà, on a travaillé sur tous les moments pour être le plus efficient possible, pour être le plus local, pour éviter les surcharges, pour optimiser les flux d'arrivée avec des partenaires transporteurs qui ne vont pas chercher les gisements à n'importe quel moment, ils vont les chercher quand ils ont de la place. Donc on optimise ça. Et puis, même dans l'entrée et la sortie des bureaux, c'est pour les AT avec qui on travaille, ils travaillent sur nos bureaux quand ils ont des trous, par exemple, de demandes au sein de leur production, d'autres productions qu'ils ont parmi d'autres. Donc voilà, on a travaillé sur tous les plans pour faire ces bureaux. Et en plus, on va plus loin. On vend soit l'unité, les bureaux, soit encore mieux, on les met à disposition en mode location et on gère un parc de 1000 bureaux sur notre territoire. L'idée étant de réserver la matière le plus longtemps possible avant qu'elle soit jetée. Donc, si on n'en a plus besoin, on récupère le bureau, on le réattribue à quelqu'un d'autre et on fait vivre comme ça la matière. Pour les personnes qui les utilisent, c'est pas trop cher. Pour nous, c'est rentable et ça permet d'éviter de jeter des bureaux globalement. Alors, on pourrait être en compétition avec les autres. Et en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que plutôt que d'être en compétition avec les vendeurs de bureaux d'aujourd'hui, est-ce qu'on pouvait plutôt être en coopétition? C'est-à-dire faire un peu de coopération. Alors, sur des dossiers, on va être en compète. Mais on a quand même un respect global parce que finalement, sur leur dossier, on va sans doute récupérer des objets qui viennent de chez eux. Parce que quand ils revendent, ils vont peut-être nous envoyer des gisements parfois, bien qu'ils aient gagné la compétition sur la vente du nouveau bureau. Ou inversement, c'est nous qui allons gagner la compétition sur la vente et eux vont peut-être pouvoir réemployer les anciens. Donc, on peut pas simplement être compétiteur et essayer de se détruire les uns les autres. Et on va être dans cette logique de coopération sans être bisounours. Donc, c'est pour ça qu'on dit coopétition parce qu'il y a quand même cette petite tension commerciale qui arrive en même temps. Et on essaie de le mettre en œuvre comme ça tout le temps avec tout notre environnement, tout notre écosystème pour avoir en interne comme en externe l'organisation la plus efficiente.
Ok. Alors, je reviens sur l'efficience. Et là, l'idée, c'était de faire un premier volet où on s'interrogeait sur comment transformer les entreprises ou créer des entreprises. Enfin, dans les deux cas, Patrice, tu conseilles des entreprises pour qu'ils transforment leur offre. C'est pas forcément, Oui. mais ce qui veut dire aussi d'autres façons de penser, j'imagine, en interne. Aurélien, toi, tu l'as fait aussi. Tu as transformé une entreprise. Et puis là, maintenant, tu l'as donc, tu crées une autre entreprise voilà, avec un marché qui est différent et en actualisant. Donc, il y a quand même de la matière en réfléchissant pour pouvoir faire moins mais mieux, pour pouvoir être dans d'autres modèles économiques qui permettent de respecter plus la planète et nos matières, nos ressources. Ça, c'est du côté de l'offre. Donc on a déjà, puis on pourrait continuer là, mais ça peut déjà nous donner pas mal d'idées. Et puis il faut voir aussi qu'en interne ou au niveau des personnes, il y a aussi de quoi pouvoir être efficient, mais ça, ce sera notre deuxième volet. Tout à fait. Je me permets de reprendre la main. Merci Bruno, merci Patrice, Aurélien. J'ai envie de vous appeler les trois mousquetaires de l'efficience. Là, c'est un peu ce que ça m'évoque. Merci en tous les cas d'avoir clarifié cette notion. Effectivement, tu le disais Aurélien, qui est pas toujours très claire. Moi, ce que j'ai pu noter et retenir, là, ce que je retiens un peu de vos échanges, première chose, c'est que être efficient, c'est pas la même chose qu'être efficace. Ce que j'associe plutôt à l'efficacité, c'est la notion de productivité. Dans la notion d'efficience, on est plus dans de l'optimisation, si je comprends bien. Il y a cette idée de faire mieux en évitant l'inutile, en revenant à l'essentiel, en se posant la question de la proposition de valeur, finalement, quelle est-elle réellement? Et j'aimais bien l'idée aussi de passer justement ces propositions de valeur au filtre des 3 B que tu évoquais Aurélien, donc le bien, le bon et le beau. Et j'ai également noté l'acronyme O, donc excellence, audace, utilité, effectivement qui fait lien avec le bien, le beau et le bon. Je note enfin, j'ai bien apprécié aussi cette notion de coopétition, c'est-à-dire de sortir d'une logique purement compète pour aller vers plus de collaboration et plus d'intelligence collective aussi, autant optimiser ça. Dans le prochain épisode, comme tu l'évoquais Bruno, on va revenir donc sur cette notion d'efficience, on va aller un peu plus loin et cette fois on va changer d'angle puisqu'on l'orientera plutôt sur les personnes, les ressources, donc en interne. Euh, Quelles sont vos actus à tous les deux? 2025, il y a des choses qui en perspective? Aurélien? Eh ben, 2025, je vais essayer d'être efficace. Ou efficient? 2025, c'est plutôt une année de continuité, de démarrage, puisque, comme vous l'avez compris, moi, je redémarre à nouveau à 45 ans une nouvelle entreprise. Ce sera la quatrième. Je sais pas pourquoi je fais ça à cet âge-là, alors que je pourrais continuer, mais si je crois que j'aime entreprendre tout simplement, mais sur un sujet pionnier, donc il va falloir évangéliser, faire comprendre c'est quoi l'upcycling, parce que c'est ça son petit nom. Voilà, donc 2025, c'est donner envie aux gens d'acheter des bureaux neufs et voire même s'ils me disent non mais en fait, je crois que je vais pas acheter, je crois que je vais finalement garder mes bureaux, eh bien ce sera une autre petite victoire, quand bien même ce serait pas du chiffre d'affaires. Ok. Top. Et de Un ton beau côté, projet. Patrice? Moi, je suis plus dans la continuité de ce que j'ai fait en 2024 et avant. Même si mes convictions se renforcent en fait. Je pense que le contexte, le climat, le fait que les gens ne sachent plus quoi faire ni où aller, l'incertitude grandissante en fait, me renforce dans la conviction que il y a urgence à faire moins de choses et à mieux les faire. Donc j'ai essayé de continuer à dire ça, à porter ce message, à l'écrire, à le diffuser, à l'expérimenter, parce que j'ai longtemps donné des conseils, mais en fait, là, je les applique aussi dans une des entreprises au moins, enfin dans deux d'ailleurs, et je vois les résultats, donc ça, c'est assez intéressant. Et j'aimerais continuer à porter ça. Je m'adresse à des étudiants et puis jusqu'aux patrons d'entreprise pour essayer de leur dire faites mieux les choses. Voilà. En 2025, on va pouvoir faire mieux, je crois. Hmm. Continuons à faire moins mais mieux. Ouais.
On vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Chers auditeurs, n'hésitez pas à suivre Aurélien et Patrice sur leur réseau et Péchu également. Merci à tous les trois. Merci. Ciao.